En réalité, et c'est pour ça que les auteurs viennent chez nous, c'est qu'on a une exigence éditoriale qui est extrêmement pointue. On ne laisse pas place à la médiocrité dans les livres. Nous fêtons les 100 ans des éditions Erol en 2025. C'est un groupe familial, historique, détenu par la famille Erol donc depuis effectivement 100 ans, avec différentes générations qui sont aux commandes depuis Léon Erol, qui avait créé à l'époque l'école des travaux publics, le STP. Les manuels de cours, en fait, sont devenus la maison d'édition. On a eu son fils, ensuite on a eu Serge Erol qui a été président du syndicat de l'édition, et on a Paul-Antoine Erol qui est dans l'entreprise depuis peu de temps maintenant. Donc moi je suis une cousine et je dirige le groupe depuis 15 ans, avec principalement une volonté de faire évoluer la ligne éditoriale, qui était très technique, très ingénieur, vers des thématiques beaucoup plus grand public, beaucoup plus féminines. Et l'anecdote que je raconte, et quand je suis arrivée en fait, le best-seller était le grand livre de l'électricité, et j'avais proposé à l'époque, tout fraîchement arrivé dans cette entreprise, de faire le grand livre de ma grossesse. Et effectivement, c'était encore très dirigé par des hommes qui m'ont dit « Écoute, on vend le grand livre de l'électricité depuis des années, le grand livre de ma grossesse ne doit pas intéresser grand monde. » J'ai dit quand même si un certain nombre de femmes. Ce livre a été un grand succès et a été le point de départ de thématiques beaucoup plus féminines et beaucoup plus grand public. Aujourd'hui, effectivement, le virage a été largement pris, qu'on a également intégré des romans depuis une dizaine d'années, avec un très grand succès qui était Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et puis, progressivement, on s'est ouvert au bien-être, à la santé, à la pédagogie pour les enfants. Beaucoup de thématiques qui sont très très proches aujourd'hui de ce que recherchent les lecteurs. À l'origine, c'était des livres professionnels et techniques, des livres toujours très précis, extrêmement bien construits. La qualité devait être plus qu'au rendez-vous. On ne laisse pas place à la médiocrité dans les livres. En réalité, et c'est pour ça que les auteurs viennent chez nous, c'est qu'on a une exigence éditoriale qui est extrêmement pointue. Que ça soit un livre de développement personnel ou un livre technique BTP, à chaque fois, on se donne beaucoup de mal, que ça soit au niveau du processus éditorial, des relectures, de la fabrication, tout ce qui fait un livre. Et je ne me rendais pas compte, quand je suis arrivée dans ce secteur, de l'écosystème autour d'un livre. Donc un livre, c'est pas uniquement un auteur qui vient et qui donne son manuscrit. Ça, c'est pas possible. Donc un livre, c'est fait avec beaucoup de personnes, de l'éditeur qui aide à faire le livre, jusqu'au maquettiste. Il y a beaucoup d'intervenants. Un livre, en fait, c'est un produit de luxe. Donc le prix du livre n'est pas très cher par rapport à tout ce qui est derrière. Bien entendu, diriger une maison d'édition, c'est beaucoup de gestion quotidienne. C'est une PME, donc les PME, il y en a beaucoup en France, qui ont un peu toutes les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on a les moyens de faire des choses, mais pas de tout faire. Le dirigeant doit s'impliquer de manière extrêmement opérationnelle dans beaucoup de choses, donc que ça soit la finance, que ça soit les RH, que ça soit l'informatique, la technique, le digital. Ça, c'est un peu la vie quotidienne, mais dans une maison d'édition, il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est le dirigeant qui imprime sa patte sur la ligne éditoriale. Donc c'est très très important, c'est même fondamental d'être proche de ses auteurs, de les connaître, de valider. On valide tous les projets éditoriaux, donc on a 400 nouveautés par an. Les 400 nouveautés, moi je les vois toutes passer, et elles sont dans des secteurs extrêmement variés, puisqu'on a quand même toujours les secteurs historiques qui sont le business, le BTP, l'informatique, mais également toutes les nouvelles thématiques, plus les romans. Donc il faut tous les voir, tous les connaître, avoir un avis, mais laisser quand même pas mal d'autonomie aux équipes pour qu'ils puissent être créatifs. Être une femme dirigeante d'entreprise a pu être compliqué à un certain moment. C'est vrai que quand j'ai créé mon entreprise, c'était assez compliqué. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, je pense que ça l'est un peu moins. Malgré tout, cela demande tout au long de sa vie professionnelle et personnelle de pouvoir faire cohabiter
les deux. On ne va pas se voiler la face, on ne va pas se mentir. Il y a des moments où ça n'est pas très simple, parce que c'est pas très simple d'organiser le tout. Mais quand on est à peu près organisé et convaincu, on peut le faire, on doit le faire. Travailler apporte quand même énormément de satisfaction. Diriger une entreprise, c'est quelque chose qui est très exaltant. C'est important de se donner les moyens de le faire. C'est ce que je dis aux jeunes femmes ou à mes filles quand on en parle. La vie n'est pas totalement linéaire, donc il y a des moments où on s'organise d'une certaine manière, des moments où on a plus de temps, des moments où on peut le faire, il y a des moments où on ne peut pas voyager par exemple, il y a des moments où en revanche on peut travailler très tard, on peut travailler le week-end, on peut travailler tout le temps parce qu'on a plus d'enfants à la maison. Voilà. Donc par rapport à un homme qui a une vie souvent plus simple et plus organisée, une femme est obligée à certains moments de faire des choix pour que les deux collent. Et ça a été un des premiers livres d'ailleurs que j'ai fait en arrivant chez Erol, qui était justement sur comment organiser le parcours d'une femme.